Bonjour maître, nous reprenons le cours de vos chroniques, de vos interventions pour Média Presse Info et nous allons parler aujourd'hui d'un événement qui est déjà un petit peu ancien. Vous savez que l'information passe vite maintenant et disparaît vite, en France en tout cas. Nous allons parler du Brexit, donc qui date du printemps. Si mes souvenirs sont bons. De juin dernier, tout à fait. Oui. Alors, revenons un peu sur cet événement et on aimerait savoir quelles sont pour vous les significations du Brexit. Oui, alors il y a deux significations. Il y a une signification économique et financière, mais surtout, essentiellement, une signification politique. Et je m'explique, quand je parle d'une signification politique, c'est une signification politique interne à la Grande-Bretagne, mais une signification politique internationale. Interne à la Grande-Bretagne parce que vous savez que le Brexit n'est pas, si vous voulez, un processus qui a été déclenché de cette manière-là parce que le Premier ministre a eu l'idée d'organiser ce référendum. Mais je peux vous le dire personnellement, parce que je suis bien impliqué en Grande-Bretagne, comme vous le savez, et je le sentais auprès de presque tout le monde. Mes confrères qui me disaient, des avocats, des barristers, mais également des solicitors, qui me disaient, mais on ne sait plus appliquer le droit anglais. On se voit à chaque fois sanctionné avec cette harmonisation de la législation européenne. On ne sait plus quel droit appliquer. Nous ne sommes pas formés au droit continental. Donc, on oblige la Grande-Bretagne, on a obligé les Anglais à adopter ce système. On essaye quand même de faire d'étrangler l'identité, la civilisation, la culture anglaise, en essayant de la déraciner. Et là, vous savez, ce sont, je dirais, des éléments qui sont sacrés pour les Britanniques. Parce qu'il faut le dire, que ce soit les conservateurs ou bien les travaillistes, même les travaillistes sont aussi conservateurs que les conservateurs quand on touche aux spécificités, à l'identité nationale anglaise. Or, l'Union européenne, bien que la Grande-Bretagne ne fasse pas partie parfaitement, je dirais, de l'Union européenne, se sentait sa souveraineté, ses spécificités, son indépendance brimée par l'Union européenne qui s'est transformée d'une organisation régionale en une sorte de fédération hybride d'ailleurs, parce que c'est une fédération qui n'a pas un gouvernement effectif comme une véritable fédération, c'est-à-dire un État fédéral et des États fédérés, mais effectivement la sortie actuelle de la Grande-Bretagne, ce processus de référendum de juin dernier, n'est qu'en quelque sorte que d'une réponse, d'une aspiration du pays réel. Alors croyez-moi une chose, c'est que ce n'est pas anodin. Je ne pense pas que les Anglais, surtout que les politiques anglais, soient totalement surpris par le résultat du Brexit. Parce que déjà, ils voulaient poser la question à la population, au pays réel anglais, mais il y avait les deux scénarios qui étaient déjà préparés, et je pense que la réponse à ces deux scénarios, c'était qu'il y avait des mesures qui devaient être prises de la part de la Grande-Bretagne pour reprendre sa place sur la scène internationale, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir compter sur ses atouts, autrement dit le Commonwealth, etc. Ça, c'est la signification d'un point de vue interne, mais à une signification internationale. Parce que, comme vous le savez, il y a un pays, un État, qui s'est érigé récemment comme étant le défenseur du nationalisme, je dirais, du patriotisme et de la protection de la souveraineté, des identités nationales, etc., qui est la Russie, sous le président Poutine. La Grande-Bretagne s'est rendue compte quand même qu'il y a un déficit dans ce domaine-là. Et elle a voulu s'ériger comme une puissance qui défend ces spécificités-là, et le Brexit est devenu une interprétation, je dirais, de ce sentiment de retour à la préservation des identités nationales. Et d'ailleurs, vous le verrez, c'est que
quand il y a eu l'élection du président Trump, Donald Trump, aux États-Unis, on a parlé d'un Brexit, en quelque sorte, qui a repris par les Américains. Pourquoi? Parce que cette notion, ce processus de Brexit, n'est autre que, avec cette signification essentiellement politique, qui est celle de l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté, à l'encontre du mondialisme, à l'encontre de tous ces facteurs qui veulent brimer les spécificités identitaires et nationales. Et c'est ce que d'ailleurs Donald Trump a affirmé, et c'est l'image qu'il a voulu donner par le biais de son élection aux États-Unis, c'est-à-dire le retour aux identités, aux spécificités nationales et puis aux spécificités quand même étatiques, à l'encontre de ce balayage des multinationales dans ce système, je dirais, des multinationales et du mondialisme qui porte atteinte aux spécificités nationales et identitaires. Alors, vu du reste de l'Europe, on a attribué surtout une signification économique et financière à cette opération. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a une signification économique et financière, mais cette signification économique et financière a malheureusement été complètement mal interprétée par le reste du monde, parce qu'ils pensaient que ce résultat va porter atteinte aux intérêts des Britanniques. Or, ce qui se passe sur le terrain n'a rien à voir avec ce qui a été raconté par les médias. Pourquoi? Pour éviter que ce phénomène du Brexit ne soit pas, si vous voulez, qu'il ne contamine pas d'autres pays, pour qu'il n'y ait pas un Francexit ou un Grexit, etc. Mais il faut dire une chose, c'est que, j'ouvre une petite parenthèse, je pense que l'Union européenne, dans sa structure actuelle, est déjà terminée. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, même la France l'a déjà affirmé, même ceux qui étaient européistes l'ont confirmé. Alors, la signification économique et financière réelle sur le terrain est la suivante. C'est que, premièrement, la Grande-Bretagne est en train d'adopter une législation financière et fiscale très alléchante pour les entreprises et pour les particuliers, pour attirer les investisseurs et les étrangers à venir placer leur argent et à venir s'installer en Grande-Bretagne. Donc, quand vous sortez d'ailleurs de ce système mondialiste de l'Union européenne, il n'y aura pas cette réglementation qui d'ailleurs a été renforcée d'une manière extraordinaire depuis l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, qui a permis aux Américains, et d'ailleurs ce qu'on appelle aux cinq yeux, vous savez, ce traité qui a permis à la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie de pouvoir travailler ensemble et faire en sorte de jumelage de leurs services secrets et de contrôler l'ensemble des opérations et des personnalités. Cet attentat du 11 septembre a permis aux Américains et puis à l'ensemble donc des grandes institutions monétaires et financières internationales de scruter toutes les opérations financières, de scruter aussi les avoirs bancaires de tout le monde sur la planète. Il y a eu le fameux FATCA, et puis il y a également ce nouveau traité européen qui s'impose pour scruter les différents comptes. Eh bien, la Grande-Bretagne est sortie de cela. Donc, elle a donné une nouvelle liberté, et c'est cette liberté qui va attirer vers elle des personnes privées qui vont s'installer, établir leur résidence en Angleterre, notamment il y aura beaucoup de Français d'ailleurs, d'autres personnes également donc de l'Union européenne. Ce sont ces gens qui vont être beaucoup mieux accueillis que le reste des autres Européens, des Français et puis des Espagnols, ou bien surtout donc des Polonais, des travailleurs qui sont mal vus actuellement et qui subissent un mouvement de xénophobie de la part donc des Anglais. Mais cette catégorie des gens assez fortunés va être bien accueillie en Grande-Bretagne. Vous avez deuxièmement également toutes ces sociétés, contrairement à ce qui est allégué, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de sociétés qui vont s'installer actuellement en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que
Premièrement, pour ces raisons fiscales, mais également pour une autre raison assez importante, parce qu'il y a moins de charges salariales en Grande-Bretagne. En plus, avec la chute de la livre sterling, ça va également amoindrir le coût de la main-d'œuvre en Grande-Bretagne. Alors, un dernier élément, aussi d'un point de vue financier, mais qui aura aussi des répercussions sur l'économie, en particulier sur l'export ou l'exportation donc des produits anglais, la baisse du cours de la livre sterling a pour objectif de stimuler les exportations anglaises et jouer sur la compétitivité des produits anglais par rapport aux autres produits internationaux. Alors, d'un point de vue économique, cela va permettre à la Grande-Bretagne de plus exporter, aussi bien l'Union européenne n'a pas envie d'importer de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, le marché de l'Union européenne est minime par rapport aux Anglais, par rapport à l'empire qu'ils ont, qui est l'empire du Commonwealth, qui est constitué de 53 pays, et non pas des moindres, et qui va donc profiter à la Grande-Bretagne en sortant, en se libérant du joug de l'Union européenne, va se libérer d'un point de vue non pas simplement politique, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, effectivement d'un point de vue financier et économique. Même si les négociations qui vont durer, je pense, facilement jusqu'en octobre 2018, vont trouver certaines difficultés, mais sachez bien que les Anglais sont de très très bons négociateurs en les connaissant très bien, et ils vont très bien s'en sortir. La raison ou la preuve en est aujourd'hui, c'est que le commerce extérieur britannique est en train d'augmenter par rapport à ce qui était préalablement. Alors, on a attribué le Brexit en partie au refus de la poussée migratoire en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette poussée va être atténuée? Et pourquoi cette attitude des Anglais anti-français, anti-roumains, anti-polonais? Eh bien, écoutez, donc, je vais répondre à la première partie de votre question. Effectivement, l'un des facteurs, c'est le facteur migratoire, mais il y a d'autres facteurs que j'ai développés, qui sont la législation européenne, qui sont le montant également de ce que payait le contribuable britannique à l'Union européenne. Et les Français ignorent cela, ou veulent ignorer cela. Mais les Anglais contribuaient à hauteur de 15% du budget de défense de l'Union européenne. Et les Anglais sont quand même beaucoup plus, je dirais, regardants sur leurs impôts que les Français. C'est là les raisons, je dirais même principales de ce processus de Brexit qui a quand même été poussé par des politiques aussi bien travaillistes d'ailleurs que conservateurs. Il y a effectivement le fameux problème migratoire, et ce fameux problème migratoire vient surtout de cette facilité pour les membres des pays de l'Union européenne de venir s'installer, travailler, profiter du système anglais, prendre le travail des Anglais sur le terrain. Bon, maintenant, effectivement, vous avez raison, et d'ailleurs, ça c'est également une particularité, un particularisme à la Grande-Bretagne. En Angleterre, contrairement à ce qui peut se passer dans la tête des gens, ou surtout des gens en France, c'est qu'ils sont moins anti-indiens, ils sont moins anti-musulmans, anti-arabes, etc., de ces étrangers qui en fait restent du monde, qu'ils ne sont anti-français, anti-polonais, anti-roumains. Pour la simple raison que, et là nous l'avons vu, que vous savez que les Anglais, pour les grands postes gouvernementaux, ils n'admettent d'ailleurs que les anglicans. Pour certains autres postes, notamment nous l'avons vu pour la mairie de Londres, ils ont accepté un non anglican mais musulman. Ça aurait été la catastrophe si c'était un catholique à la tête de la mairie de Londres. Donc il y a beaucoup plus de tolérance pour les autres confessions que pour les catholiques.
La France, pour les Anglais, est le pays des catholiques. Les Frenchies sont catholiques, comme les Polonais d'ailleurs, les Roumains ne sont pas anglicans. Et donc, pour eux, effectivement, il y a ce travailleur polonais qui est en train de venir d'empiéter sur le travailleur anglais. Le français, vous savez, il y a plus de 300 000 d'ailleurs français à Londres. Ils avaient d'ailleurs assez, et quand vous entrez dans le métro, vous n'entendez que parler français. Dans certains quartiers, c'était que des Français. Les serveurs dans les restaurants, c'est également, vous voyez, que des gens qui viennent surtout donc de l'île, du nord de la France, beaucoup d'étudiants qui viennent travailler, étudier en même temps. Donc c'est un peu le ras-le-bol, c'est effectivement une certaine, je dirais pas une xénophobie, mais un ras-le-bol donc de ces étrangers qui viennent des autres pays de l'Union européenne, de la France, de la Roumanie, de la Pologne. Et puis d'ailleurs, vous savez, les slogans, c'était « on avait marre, assez des Polonais ». Il y a même eu des agressions, malheureusement, physiques, de la violence physique, à l'encontre surtout des Polonais, mais également des Espagnols. Et cela se répercute en fait sur, je dirais, les relations entre les Français et les Anglais, mais je parle d'un point de vue populaire, certes, mais au niveau institutionnel, donc ça ne change pas grand-chose. Alors, maintenant, il y a certains actes, mais qui sont très réduits, mais à l'encontre des Pakistanais pour la simple raison que le maire de Londres, qui avait pris position d'ailleurs contre le Brexit, est pakistanais de confession musulmane, ce qui a commencé à pousser les Anglais pro-Brexit à critiquer un peu également les Pakistanais. Mais les Français sont également particulièrement critiqués, non seulement parce que c'est un peu l'invasion française du continent anglais, mais également c'est parce que par le biais de Calais, ils permettent à des migrants, à des réfugiés qui empruntent en fait Calais pour se rendre en Angleterre. Autrement dit, dans l'esprit des Anglais, ce sont les Français qui envoient des migrants, des réfugiés venir sur le territoire anglais. Et donc c'est surtout cette raison-là, et je ne pense pas que c'est quelque chose, ce n'est pas un problème, comme certains observateurs l'indiquent, racial, ou bien culturel, qui est dû à la guerre de 100 ans, qui est toujours incrustée entre les Français et l'Anglais. Non, c'est une réaction, je dirais, momentanée, populaire, qui est due à la situation, le marasme économique que vit en fait le monde, mais en particulier le continent britannique. Alors, certains parlent d'un isolationnisme de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne pense pas que c'est un isolationnisme. Au contraire, rester dans le cadre de l'Union européenne telle que est conçue cette Union, en brimant la souveraineté et l'indépendance, en essayant d'imposer une politique étrangère commune, c'est là l'erreur qui est commise. Si aujourd'hui l'Union européenne n'est pas fondamentalement réformée, et sa structure changée, je pense que la France, par exemple, fait une grande erreur de rester dans ce joug-là. Au contraire, la Grande-Bretagne s'est libérée totalement de ce joug. Elle a retrouvé son indépendance et sa souveraineté, et elle s'adapte à l'évolution de la situation internationale. Aujourd'hui, les richesses, l'avenir, c'est celui du continent asiatique. Ce sont les relations avec la Chine. C'est également la relation avec la Russie. Et c'est ce que les Anglais sont en train de faire. Et d'ailleurs, les Russes sont d'ailleurs très forts là-dessus. Et c'est mon ami Alexandre Douguine, qui d'ailleurs a une grande influence sur le président Poutine, qui le souligne aujourd'hui. Il y a l'Eurasie qui est l'avenir donc du monde. L'avenir du monde, notamment par l'organisation de coopération donc de Shanghai. Donc la Grande-Bretagne est en train de s'ouvrir aussi bien sur la Russie, peut-être indirectement, et sur la Chine, ça c'est incontestable, parce qu'on voit quand même qu'à la City de Londres, il y a beaucoup de sociétés, de banques, d'institutions financières chinoises qui sont incrustées maintenant à la City de Londres.
On voit également une ouverture de la Grande-Bretagne sur Moscou par l'intermédiaire de l'OCS, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui, d'ailleurs c'est très drôle, au moment même du Brexit, va avoir 2 États membres, et non pas les moindres, et qui sont membres du Commonwealth, et qui sont l'Inde et le Pakistan. Et nous le savons très bien, aujourd'hui, l'Organisation de coopération de Shanghai comporte plus de 3,5 milliards de population. Vous vous rendez compte l'importance de cette nouvelle institution qui est beaucoup plus importante que l'OTAN. Bon, la Grande-Bretagne, il faut dire, elle s'est rapprochée surtout des États-Unis à partir de la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on le sait que le cerveau en fait du monde anglo-saxon est toujours Londres, est toujours la City. Et comme le dit le prince Sixtin Henri de Bourbon-Parme, que le cerveau, c'est peut-être la City, et le muscle, en fait, le bras, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne joue, en fait, ce n'est plus aujourd'hui, surtout avec l'élection de Trump, les cartes ont complètement été battues. Et là, aujourd'hui, il y a l'apparition de nouvelles puissances, en particulier la puissance chinoise. Il y a également donc la Russie. Bon, on ne peut plus miser essentiellement et principalement sur les États-Unis avec un monde unipolaire. Et donc c'est l'objectif escompté. Eh bien récemment aussi, vous pouvez voir l'importance de l'OSCE sur laquelle la Grande-Bretagne compte également avec la Russie, la Turquie, qui est en train donc de s'ouvrir, qui veut non pas simplement rester en tant qu'État observateur, mais participer également à l'OSCE, c'est-à-dire l'organisation de la coopération donc de Shanghai, qui constitue l'avenir, aussi bien pour la Turquie que pour la Russie, pour la Chine et pour le reste du monde. Et c'est par cet intermédiaire que la Grande-Bretagne, plus le Commonwealth, est en train de s'imposer de nouveau sur la scène internationale. Alors, l'élection de Donald Trump aux États-Unis va-t-elle changer la donne après le Brexit ou renforcer la position de la Grande-Bretagne? Vous savez, il faut dire une chose, c'est que la Grande-Bretagne est quand même à la tête du monde, ce que j'appelle le monde anglo-saxon. Un monde anglo-saxon qui est fondé sur donc des considérations, je dirais, communautaires, c'est-à-dire le calvinisme protestant, complètement différent d'ailleurs de l'église luthérienne donc de France, le calvinisme qui est très étendu en Grande-Bretagne, qui également se trouve aux États-Unis, qui se trouve dans d'autres pays également donc de l'Union européenne. La Grande-Bretagne, d'un point de vue politique, reste le chef, je dirais, et le maître d'orchestre du monde politique anglo-saxon. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez un monde orthodoxe qui est dirigé par Moscou, qui est la capitale, je dirais, de l'orthodoxie politique. Vous avez un monde anglo-saxon qui est le plus fort sur la planète, qui a été à un moment donné dirigé formellement, officiellement par les États-Unis, mais quand même avec une implication bien sûr anglaise qui est derrière, parce que vous savez, les Anglais n'ont pas cette frime de pouvoir apparaître, mais de travailler et de faire aboutir des projets politiques. C'est ce qui explique d'ailleurs que le système anglais, le travail effectif, est tenu entre les mains du Premier ministre et la reine fait de la figuration, mais on se pose des questions de temps en temps si la monarchie n'a pas le véritable pouvoir, et c'est la reine qui a son influence d'ailleurs sur le Premier ministre. Je ne veux pas entrer dans ce détail, mais pour vous dire que c'est un monde qui est très particulier et qui est assez fort, aussi bien dans l'OTAN que dans les autres pays donc de la planète. Alors, l'élection de Donald Trump ne change pas la donne, puisque quand même ce sont les WASP aux États-Unis qui restent le lobby qui est le plus important, qui est le plus influent aux États-Unis, avec quand même les Mormons, parce que tout le monde ignore que les Mormons, c'est l'un des lobbies les plus importants, beaucoup plus important que l'AIPAC, c'est-à-dire le lobby sioniste, qui reste quand même un lobby assez important, mais il ne faut pas avoir toujours du fantasme, et parce que c'est des sionistes, etc. Les Mormons
les WASP sont aussi importants d'ailleurs que les autres lobbies, le lobby est aussi même des armes, etc. Et donc ce qui fait que ce lobby anglo-saxon est lié au lobby sioniste et ils travaillent ensemble. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en 1917, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont réunis ensemble pour œuvrer pour la création du foyer national juif, avec cette création, cette idée, la notion, en fait, du peuple juif. Donc, ça reste toujours au niveau politique, et d'ailleurs, on le voit, la politique de Donald Trump est très inspirée de cette vision du monde, qui est une vision anglo-saxonne, plus liée à ce monde sioniste. Donc, sur le plan politique, il n'y a pas de grands changements. Sur le plan économique et financier, effectivement, les Anglais sont en train de s'ouvrir sur le monde asiatique et le monde russe pour pouvoir, de ce fait-là, avoir une influence économique mondiale. Alors, pour terminer, quels vont être les changements pour notre pauvre pays après ce séisme? Écoutez, malheureusement, la France adopte toujours une politique masochiste qui est édictée par ce système qui est celui de la soumission à la politique américaine, la soumission au monde anglo-saxon. Je vous donne un exemple. L'Iran, par exemple, a su réaffirmer son identité millénaire chiite, pas millénaire, depuis le XVIIe siècle d'ailleurs, chiite parce que c'est là où le chiisme est devenu la religion d'État. Des autres pays musulmans, il n'y a pas encore un véritable monde sunnite depuis la fin donc, du califat, mais vous savez, ça bascule entre la Turquie, l'Arabie Saoudite, une influence arabe, une influence donc ottomane ou une influence turque, plus vous avez l'Indonésie, la Malaisie, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez déjà un monde orthodoxe, un monde chiite, un monde chiite, mais des mondes sunnites, ou plutôt des puissances sunnites, et nous sommes à la recherche, aujourd'hui quand même, d'un monde catholique avec un leadership catholique. Eh bien, il y a deux grands États qui sont en train aujourd'hui de se lancer dans ce combat pour structurer ce monde catholique. Vous avez la Pologne et vous avez l'Argentine. L'Argentine qui est poussée par le pape, surtout le pape François actuellement, qui a joué un rôle affirmé surtout dans l'affaire de Cuba, mais vous avez à côté quand même un autre pays qui on est en train de faire croire qu'il va être la référence ou le référent, je dirais, de ce monde catholique, la Pologne, poussée par les Américains pour déstabiliser la Russie, notamment dans l'affaire de l'Ukraine. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il y a un marché, il y a des pays demandeurs, mais malheureusement, la France, qui peut travailler dans ce domaine-là, qui peut sortir de l'Union européenne, et à l'instar de la Grande-Bretagne, travailler avec un nouveau monde qui est le monde de la francophonie, qui dépasse au-delà de la langue française des pays qui partagent avec la France des valeurs communes, malheureusement, oublie qu'elle a un atout financier, un atout commercial, un atout politique dans le monde d'Amérique latine, en travaillant sur son image de protecteur, de leader, je dirais, de dirigeant du monde catholique, sur les pays francophones, parce que ce sont des pays qui sont liés principalement historiquement à la France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, et en tenant compte de ces relations privilégiées, surtout les relations, je dirais, entre le pays réel, la France pays réel, et la Russie, qui a retrouvé son image depuis l'arrivée de Poutine. Mais hélas, la France, je ne sais pas pour quelle raison, est en train de travailler, de jouer une mauvaise carte, si je me permets de le dire, au niveau diplomatique et au niveau d'une stratégie politique générale.